monde, voici le 3e épisode de la série sur l'antispécisme. Les militants ont recours au matraquage visuel et insistent sur les traitements barbares subis par les animaux dans l'élevage intensif pour provoquer une prise de conscience en passant par un choc émotionnel. Mais j'ai choisi de m'intéresser plutôt à l'aspect argumentatif. Le principe de faire abstraction de l'espèce a de quoi surprendre et laisse imaginer des situations insolites. Les militants en sont bien conscients et cherchent à rassurer leur auditoire en montrant qu'ils ont du bon sens. Mais personne ne milite pour que les cochons aient le droit de vote, car les cochons n'ont pas d'intérêt à voter. Ah bon ? Mais est-ce à dire qu'on pourrait retirer le droit de vote aux gens qui se désintéressent de la politique ? Et si l'espèce n'est pas un critère pour les droits, pourquoi en serait-elle un pour les intérêts ? En fait, la notion d'espèce est réintroduite en affirmant que les cochons n'ont pas d'intérêt à voter. Le plus fort, c'est qu'en fait, il existe des gens qui militent pour accorder le droit de vote aux animaux en désignant des représentants humains qui voteraient à leur place. Les hommes n'ont pas d'intérêt à avorter, c'est pourquoi ils n'en ont pas le droit. Mais c'est faux. En 1975, l'avortement a été dépénalisé pour tout le monde. Et pourtant, à l'époque, on était loin d'imaginer qu'un homme trans pourrait avoir besoin d'une IVG. On retrouve ces mêmes exemples d'un support à l'autre, comme si l'argumentaire était appris par cœur. Il paraît que l'antispécisme fait consensus parmi les spécialistes en philosophie morale. Possible, si on admet que la philosophie morale ne se pratique que dans les pays riches. La cause animale est assez tendance parmi les universitaires anglophones. Ces gens sont certes compétents en histoire des idées, mais ils n'ont autorité que pour décrire et non pour prescrire, puisque la philosophie consiste précisément à penser par soi-même. Les exemples que je viens de citer sont des arguments bas de gamme. Il en existe de beaucoup plus subtils. L'antispécisme ne se présente pas comme un système de pensée autonome. C'est plutôt une rhétorique dialectique. Le discours se structure en forme de réponse à des objections qui d'ailleurs sont reformulées pour être plus aisément contrées. À ceux qui évoquent une impossible réciprocité de la considération morale entre humains et animaux, les théoriciens antispécistes répondent par une distinction entre patient moral et agent moral. On doit prendre en considération les êtres qui sont capables de souffrir, même s'ils sont incapables d'agir moralement. Les animaux entreraient dans cette catégorie, au même titre que les bébés, les handicapés mentaux profonds et les déments séniles. C'est cet amalgame qui me gêne. Un humain peut se trouver temporairement ou définitivement diminué dans ses capacités morales. Mais contrairement aux bébés, les animaux ne vont pas acquérir les valeurs humaines en grandissant. Ils ne les ont pas perdues non plus à cause d'une maladie psychique ou neurologique. Quand une belette égorge des mulots en série, ce n'est pas parce qu'elle est psychopathe, c'est normal pour une belette. Mais cette remarque est, paraît-il, essentialiste, et cette étiquette suffit à l'écarter. Je ne sais pas s'il est juste de privilégier ses congénères, mais ne pas le faire, c'est impensable. Même François Jacquet écrit au détour d'un paragraphe sur les antilopes « Si les proies du lion étaient des êtres humains, nous aurions l'obligation de les assister lorsqu'elles sont en danger. » En cas de danger, c'est un peu comme si l'humanité était une grande famille. Et si parfois je suis plus sensible aux petits malheurs de mon chat ou de mon chien qu'aux catastrophes qui touchent des humains à l'autre bout du monde, ce n'est pas glorieux d'un point de vue éthique. Les antispécistes admettent qu'on privilégie sa famille, sans expliquer pourquoi d'ailleurs, mais pas son espèce, parce que d'après eux, entre la famille et l'espèce, il y a la race. Et ce raisonnement pourrait servir à justifier le racisme.
Oh, la jolie pente savonneuse. Il faudrait déjà que la race constitue un palier biologique pertinent entre la cellule familiale et l'espèce. Il s'avère que dans les faits, l'exaltation de l'humain ne débouche pas sur des dérives racistes, bien au contraire. L'appartenance à une même espèce a été et reste un point fort des luttes contre les discriminations. Cela dit, ça ne justifie pas la cruauté envers les animaux, ni les conditions de vie qui leur sont infligées dans l'élevage en batterie. Le devoir de prioriser nos congénères n'implique pas d'ignorer totalement le sort des autres espèces. Il est compatible avec la protection des animaux non nuisibles pour l'homme et avec la défense des écosystèmes. C'est la position des welfaristes qui se soucient du bien-être animal. Élevage extensif, pâturage, poules double usage, régime flexitarien font partie de leurs propositions. À travers l'expression péjorative « favoritisme de l'espèce », les philosophes antispécistes balayent d'un revers de main ce qu'ils présentent comme une justification indexicale du spécisme, propre aux esprits mal dégrossis. Ce qui leur permet adroitement de vous emmener sur le terrain glissant de la question des cas marginaux. D'aucuns mettent le doigt dans l'engrenage en arguant que l'humain mérite la considération morale à cause de son intelligence et de son niveau de conscience supérieur. À cette justification capacitiste, Peter Singer répond en substance « Mais pourtant, vous accordez votre considération morale à des individus qui sont déficients. Vous ne pouvez tout de même pas dénier le statut d'humain à un handicapé mental, à un vieillard sénile ou à un bébé, n'est-ce pas ? Donc vous admettez que la considération morale n'est pas conditionnée par les capacités mentales. Et donc, vous ne pouvez pas la refuser aux animaux. » Les arguments et contre-arguments se poursuivent, je ne vais pas en rendre compte ici en détail. Mais à un autre moment, Peter Singer fait remarquer que certains animaux, notamment les grands singes, sont plus conscients d'eux-mêmes que les nourrissons. Il en déduit qu'un gorille adulte devrait être mieux considéré et avoir plus de droits qu'un nourrisson humain. Je retranscris ici son raisonnement. Singer s'appuie sur le point incontestable B pour réfuter l'énoncé A. Et plus tard, il réintroduit la conscience de soi, ce qui remet en cause l'énoncé B. Mais les points C, D et F sont déduits de B. Si B ne tient plus, C, D et F non plus. Ce tour de passe-passe semble viser à rabaisser l'humain. Je ne crois pas que les singes aient grand-chose à gagner dans cette hiérarchisation. D'autre part, les cas prétendument marginaux ne sont pas à la marge de l'humanité, à la limite entre l'Homo sapiens et une autre espèce. Si atypiques soient-ils, ils ne ressemblent à rien d'autre qu'à des humains, ni dans leur phénotype, ni dans leur développement, ni dans leur comportement. Et d'ailleurs, les animaux ne sont pas des humains à qui il manque quelque chose. J'enfonce des portes ouvertes, mais selon Peter Singer, je le cite, « Certains êtres humains, les handicapés mentaux profonds, les nourrissons et les vieillards séniles par exemple, ne sont pas des personnes. Tuer un chimpanzé est pire que tuer un être humain qui, du fait d'un handicap congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. La vie humaine a-t-elle toujours plus de valeur que la vie animale ? Je pense que nous devons comparer les individus aux individus, pas les espèces entre elles, pour juger qui a la meilleure vie ou la plus digne d'intérêt. Juger ? Il y aurait donc des personnes habilitées à juger si ta vie vaut la peine d'être vécue ? Ici, il ne s'agit pas seulement de rejeter le spécisme, mais bien d'instaurer une autre hiérarchie permettant de ravaler un humain à un rang inférieur. Sur ce terrain, je dois dire que Peter Singer n'est pas suivi par l'ensemble du mouvement antispéciste. Mais il reste une référence. Il enseigne à Princeton, il est reçu dans toutes les universités, et il ne subit pas les foudres de la cancel culture. De toute façon,
On voit mal dans quelles circonstances on aurait le choix entre tuer un chimpanzé et tuer un handicapé. C'est une manie chez les spécialistes d'éthique de vouloir créer des expériences de pensée avec des dilemmes improbables. Je me suis demandé pourquoi les antispécistes insistaient sur le nombre d'animaux abattus. Si c'est immoral, on ne devrait pas en tuer du tout. Dans une perspective utilitariste, ça peut se comprendre. L'abolition de l'élevage permettrait de diminuer la quantité globale de souffrance éprouvée sur Terre. L'utilitarisme, c'est cette étrange doctrine où tout ce qui est ressenti, peu importe par qui ou par quoi, forme une denrée homogène quantifiable de façon binaire. Il y a le positif, joie, satisfaction, plaisir, soulagement, et le négatif, douleur, chagrin, fatigue, blessure. On peut additionner le bonheur des uns et retrancher le malheur des autres. Et l'histoire ne dit pas qui est habilité à évaluer tout ça. Mais on est censé faire les choix qui entraîneront le plus de bonheur et le moins de souffrance. C'est Jeremy Bentham qui est à l'origine de cette idée. Ce philosophe britannique du XVIIIe est également une référence en matière de sentientisme. Il est l'auteur de cette phrase « La question n'est pas « peuvent-ils raisonner » ni « peuvent-ils parler » mais « peuvent-ils souffrir ?» Mais pour savoir comment il imaginait le plus grand bonheur du plus grand nombre, il faut songer qu'il est aussi l'inventeur du panoptique, structure carcérale destinée à contraindre, avec très peu de surveillants, un grand nombre de délinquants, mendiants et vagabonds au travail, à l'abstinence et à la frugalité, dans des conditions inhumaines, mais peu coûteuses pour le contribuable. Il en a conçu des variantes applicables aux écoles, aux hôpitaux. Bref, des humains élevés en batterie, ça n'avait rien de choquant. D'après les calculs utilitaristes, les consommateurs de viande sont plus criminels que tous les nazis impliqués dans la Shoah. Pourtant, je remarque que les antispécistes arrivent à les côtoyer sans être horrifiés ni terrorisés. C'est à se demander s'ils croient ce qu'ils disent. Tout le monde connaît le dilemme du tramway, n'est-ce pas? Mais entre sauver un bébé humain ou 5 poulets, qui choisirait de sauver 5 vies? Que l'on soit antispéciste ou pas, on a tendance à trouver disproportionné de tuer ou maltraiter des animaux pour un agrément futile, alors que cela paraît tolérable en cas de nécessité. Mais pour distinguer entre les pratiques scandaleuses, abusives ou légitimes, c'est très subjectif. En tout cas, quand les termites envahissent la charpente, quelles que soient tes convictions, tu sacrifies des milliers de vies pour garder ton logement, et sans chercher à savoir si les termites sont sentients ou non. Clairement, on n'évalue pas les intérêts humains et animaux sur une même échelle. Et à ma connaissance, personne ne s'est risqué à proposer un système de calcul avec une unité de mesure pour les quantifier et un ratio moralement admissible entre bénéfice humain et préjudice animal. Mais la force de la rhétorique antispéciste, c'est qu'elle vous enferme dans une problématique binaire qui joue sur le sentiment de culpabilité. Si tu n'es pas d'accord, tu es du côté de la discrimination et du racisme. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez les liens en description. Il reste un épisode, mais d'un genre un peu différent. Je vous laisse le découvrir.